Jordan Bardella, bonjour. Bonjour Monsieur Rochebin. Nous sommes dans cette très belle cité de Carcassonne, dans ce tour de France que vous effectuez pour votre livre « Ce que veulent les Français ». Alors, vous vous installez dans le club des auteurs politiques qui marche. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu Hollande, Sarkozy. Combien d'exemplaires à ce jour, si on compte les deux livres? J'ai sorti mon premier livre à l'automne 2024, qui s'est écoulé en plus de 230 000 exemplaires. C'est pour moi un motif de fierté parce que dans une société où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place, où les émissions de télévision occupent une place très importante, le livre est encore un moyen, je crois, qui permet de s'adresser au cœur de nos compatriotes, de leur dire ce qu'aucun autre format ne permet de dire, de leur partager des émotions, des sentiments, des anecdotes. Et en l'occurrence, avec ce nouveau livre, Ce que veulent les Français, j'ai voulu écrire le récit des rencontres que je fais chaque jour avec les Français et me faire aussi le porte-voix de cette France du travail. Et est-ce que ça marche encore en 2025, le côté Chirac, Mitterrand, d'aller dans le moindre village, vous dites vous-même à l'heure des réseaux sociaux, d'aller chercher les lectrices et les lecteurs et les lecteurs? Je ne crois pas que la politique soit quelque chose d'hors sol. Je pense que l'engagement politique, le militantisme politique, être élu, prendre des responsabilités dans la vie démocratique de notre pays, ça suppose d'être au contact des Français, ça suppose d'être sur les marchés, ça suppose de pouvoir sentir la texture de la vie quotidienne et d'être à l'écoute de nos compatriotes. Et si j'ai voulu faire ce livre cette année, c'est parce que je me suis posé une question au fond qui est simple, mais qui dit beaucoup de la déconnexion qui existe aujourd'hui entre le monde politique et le peuple français. C'est qui est encore capable aujourd'hui d'écouter les Français. Le premier devoir d'un homme d'État et à minima d'un homme politique, c'est de tendre l'oreille, c'est d'écouter ce que vous disent les gens, d'écouter leurs souffrances, d'écouter leur colère, d'écouter leur quotidien, mais aussi d'être capable d'appréhender au mieux leurs espoirs, leurs attentes, et d'être capable ensuite de mieux les traduire sur un plan politique dans le projet que vous proposez aux Françaises et aux Français. Entrons dans le détail. Et vos portraits serviront parfois d'ouverture de chapitre de l'actualité que nous sommes en train de vivre. Vous faites des portraits de Français, ils seront concernés par ce qui se passe maintenant, par le budget, le psychodrame du budget. Alors vous avez un bon mot féroce, vous dites le Premier ministre en France, c'est Olivier Faure. C'est plus Sébastien Lecornu parce qu'il arrive à faire chanter le gouvernement, mais paille et poutre. C'est-à-dire que si on regarde les derniers votes à l'Assemblée, suspension de la réforme des retraites, dégel des prestations sociales, impôt sur la fortune dite improductive, vous avez voté avec les socialistes. C'est une vision et une observation bien simpliste de ces heures de débat à l'Assemblée nationale. Peut-être simpliste, mais vrai. Mais on va revenir, si vous en êtes d'accord, dans le détail de chacune des mesures que vous avez abordées. D'abord, le contre-budget qui a été proposé par le Rassemblement national est un budget que nous aurions mis en œuvre si les Français nous avaient accordé leur confiance dans le cadre d'une potentielle dissolution. Ça ne nous aura pas échappé que les macronistes ont fait le choix de remettre l'avenir de notre pays, l'avenir de l'économie française, l'avenir de nos entreprises, entre les lubies idéologiques du Parti socialiste et aujourd'hui la démocratie française. Les macronistes et les macronistes, là on parle de où? Non, attendez. Le budget qui est discuté à l'Assemblée nationale, et c'est important de le dire, c'est pas le budget du Rassemblement national. C'est le budget Lecornu Faure, qui est objectivement sous la coupe des lubies idéologiques du Parti socialiste. On pourra par exemple parler de la taxe Zuckman, qui est une taxe qui, en apparence, sous couvert d'une meilleure justice sociale, sous couvert d'une meilleure justice fiscale, vise en réalité à déposséder les chefs d'entreprise, et notamment les gros chefs d'entreprise, de leurs biens professionnels, ce qui, je crois, aura des conséquences très douloureuses pour l'économie française et évidemment pour la production et la création de richesses. Donc, encore une fois, vous me parlez des macronistes, la taxe Zuckman. Je vous parle, des heures de débat que nous venons de vivre à l'Assemblée nationale. Mais vous, alors, soyons très concrets. L'impôt sur la fortune dite improductive. Vous avez co-voté cette histoire-là. Alors, ça porte sur des objets précieux, des voitures, des meubles meublants. Moi, j'ai appris ce que c'était que les meubles meublants, j'ai dû les vérifier dans le... Bon, est-ce que vous croyez vraiment, vous les RN, que cet argent-là sera plus productif, plus utile, géré par l'État, quand on voit ce qu'a fait l'État, les 3 400 milliards de dettes, etc., que dans la poche de particuliers? Moi, ce que je crois, c'est que la France est devenue un enfer fiscal et un enfer normatif aujourd'hui pour beaucoup de nos compatriotes. Et vous en rajoutez? Et que il est inacceptable et incompréhensible pour des millions de Français
que l'immobilier, c'est-à-dire l'enracinement, le patrimoine matériel des Français, de leurs parents, d'eux-mêmes, de leurs enfants et de leurs petits-enfants, soit plus taxé dans notre pays que ce que j'appelle le patrimoine non productif, c'est-à-dire en l'occurrence des portefeuilles d'actions ou des portefeuilles financiers que vous pouvez avoir. Donc nous avons dit une chose très simple. Nous souhaitons, et c'est une ambition qu'a portée Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle, et j'ai moi-même porté cette ambition lors des dernières élections législatives, exonérer de fiscalité la résidence principale ou la résidence unique. La résidence unique, c'est par exemple, vous vivez à Paris, mais vous avez votre résidence principale qui est à 1 heure ou 2 de la capitale, vous travaillez la semaine à Paris, vous rentrez chez vous le week-end en province ou à la campagne. Nous souhaitons exonérer de fiscalité la transmission, l'enracinement, ce qui constitue le patrimoine aujourd'hui matériel des Français, à savoir la résidence principale. La contrepartie de cette suppression... Encore une fois, on parlait d'autre chose. Vous ne répondez pas à la question sur la fortune financière. Celle-là, vous la taxez. Je réponds... Les meubles, les objets précieux, les voitures... C'est vrai, vous avez raison de dire pour l'immobilier, vous avez votre provision. Mais cet argent-là, encore une fois, vous allez le taxer. Pardon, vous dites c'est du patrimoine financier, mais vous savez très bien, ce n'est pas des méchants riches qui ont ça dans leur poche. Ces actions, c'est du pari sur des entreprises, sur l'avenir. Vous allez le taxer. Non mais Monsieur Rochemin, pardon, mais ne me rendez pas responsable ou ne me rendez pas coupable. Vous l'avez voté. Mais d'accord, mais cette mesure, elle ne vient pas du Rassemblement national. La mesure que nous avons défendue et qui s'en rapproche, c'est de lever la fiscalité sur le patrimoine immobilier, sur la résidence principale ou sur la résidence unique. Et en contrepartie, il y a, c'est vrai, une mise à contribution des gros patrimoines financiers dans de la fortune dite non productive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 75%, des investissements qui sont faits dans les TPE-PME et dans les ETI françaises, c'est-à-dire que nous favorisons le fléchage de l'épargne de ceux qui gagnent beaucoup d'argent vers l'économie réelle. Vous savez bien, si on force un peu le trait, ça n'existe pas. Il n'y a pas les œuvres d'art. Cet argent-là, il n'y a pas les œuvres d'art que vous détenez depuis plus de 10 ans. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas la résidence principale. L'utilité de cette petite contribution des très gros patrimoines financiers, dont je parle encore une fois de finances non productives, a vocation à baisser la fiscalité sur les classes moyennes, sur les classes populaires, et notamment à financer la natalité. Parce que avec cet argent... Il reste que c'est de l'impôt sur la fortune, c'est de l'ISF déguisé qui revient. Emmanuel Macron l'avait supprimé. Vous avez le droit de défendre cette idée, mais est-ce qu'il faut reconnaître, pour être un peu direct, que c'est une idée de gauche, que là on retrouve le RN qui vote avec la gauche sur une idée de gauche. Ce qui n'est pas de gauche, c'est précisément de permettre à nos compatriotes de pouvoir détenir une résidence principale avec la contrepartie que cette résidence principale soit exonérée d'impôt sur la fortune immobilière. Je considère que la décision d'Emmanuel Macron d'instaurer un impôt sur la fortune immobilière, non, ça n'est pas vrai, la bonne part, mais il y a toute la mauvaise part. Est une mauvaise décision. Donc, très simplement, dans le contre-projet que nous avons proposé, nous baissons la fiscalité. Nous baissons de 25 milliards d'euros la fiscalité sur les familles. Nous baissons de 20 milliards d'euros la fiscalité sur la production. Et pourquoi nous le faisons ? Parce que la France est le pays qui taxe le plus au monde. 46% de prélèvements obligatoires. Et ça continue. Non seulement, pour l'instant, ça continue. Non seulement parce que nous avons étudié la partie recette du budget, nous allons bientôt étudier la partie dépenses. Mais bien évidemment que nous devons baisser la fiscalité. Bien évidemment que si demain nous sommes à la tête du pays, nous baisserons la fiscalité sur les ménages, nous baisserons la fiscalité sur les entreprises. Et pardon de vous rappeler que nous avons été, avec nos alliés Rassemblement National et UDR d'Éric Ciotti, les seuls remparts face aux lubies idéologiques et aux lubies économiques de la gauche, dont l'ambition est de transformer la France en Venezuela sans le pétrole. Nous avons fait échouer... Il y a toutes les variantes. La taxe Zucman. L'URSS sans les matières premières. Je sais pas si vous la connaissez Cuba aussi. sans le soleil. Bon, oui. Nous avons fait échouer la taxe Zucman, qui est une taxe qui précisément est confiscatoire. Attendez, restons à ce que vous avez voté. Sur les biens professionnels. Attendez, vous êtes malin, Jordan Bardella, parce que vous parlez de tout ce que vous avez fait. Non, restons sur ce que vous avez voté, et ça, ce sont des faits objectifs. C'est comme en amour, il y a des preuves d'amour. Ça, ce sont des preuves, ça, vous l'avez voté, là encore, ces dernières heures. Alors, d'abord, la course à l'Autriche, vous avez raison de dire que vous n'êtes pas les seuls à jouer un peu cette carte. Quand Madame Braun-Pivet, qui incarnait, disons, la modération centriste, dit, en parlant de l'héritage, ce truc qui tombe du ciel, est-ce que vous admettez qu'il y a en ce moment une sorte de course un peu populiste, ou même très populiste, à vous les riches? Oui, bien sûr. Et je trouve ces déclarations de la présidente de l'Assemblée nationale extrêmement dangereuses. Parce qu'en réalité, si on en est aujourd'hui à se lancer
tout parti politique confondu, de gauche aux républicains, dans un concours Lépine à la création d'une nouvelle taxe, c'est parce qu'on refuse de permettre à l'État français de baisser sa dépense publique. Moi, je pense que pour affronter le mur de la dette, il faut 2 leviers. Le premier levier, c'est la baisse de la mauvaise dépense publique, et nous proposons des baisses massives de gaspillage d'argent public dans ce que je considère être la mauvaise dépense de l'État, avec une trajectoire budgétaire d'économie de 100 milliards d'euros d'ici à 5 ans, à mesure de 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Est-ce que ça voudra dire des économies? Laissez-moi terminer. Non, mais là-dessus, c'est très important. Est-ce que ça veut dire faire maigrir l'État? Bien sûr. Ça veut dire non seulement supprimer les opérateurs publics qui font doublon avec beaucoup de compétences ministérielles. Souvenez-vous que pendant la crise sanitaire, alors que le ministère de la Santé devait absorber les conséquences d'une crise sanitaire, les agences régionales de santé, qui font doublon avec les compétences du ministère, demandaient aux hôpitaux français de fermer des lits. Donc, moi, je souhaite supprimer l'ensemble de ces agences d'État qui alourdissent la bureaucratie, mais je souhaite aussi alléger la paperasse et cet impôt papier, c'est-à-dire cet impôt normatif qui pèse sur nos chefs d'entreprise et qui pèse sur l'économie française. Qu'est-ce que vous pouvez articuler? Monsieur Lisnard, sur notre plateau, disait 12% en moins de fonctionnaires. La semaine passée, Bruno Retailleau allait un peu plus loin. C'est rare que les politiques articulent des chiffres, parce que c'est un peu risqué. Il disait 200 000 à 300 000 agents de l'État en moins sur les 5,8 millions, je crois qu'ils sont 5,8 millions aujourd'hui. Est-ce que c'est un chiffre que vous pourriez partager? 200 000 à 300 000, c'est beaucoup en moins. Le constat que je fais, sans reprendre et m'approprier les travaux des autres, c'est qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires dans les bureaux, il y a beaucoup trop de gens dans la bureaucratie d'État. Et au total? Mais au total, la présidentielle permettra le chiffrage de ces mesures. Mais vous n'avez pas dit que vous n'avez pas réfléchi, franchement. Mais j'y ai réfléchi et je vous livre le sentiment qu'ont beaucoup de gens. Il y a trop de gens dans les bureaux. Oui, mais vous n'avez pas assez de gens sur le terrain. Un ordre de grandeur. Et il n'y a pas assez de gens sur le terrain. Je vous ai donné un aperçu de ce que nous souhaitons faire, puisque nous souhaitons supprimer une grande partie des 1200 agences qui sont des opérateurs publics et qui bien souvent font doublon avec les compétences des ministères. On sait que ça représente dans ces agences, de fonctionnaires. On sait que dans ces agences, ça représenterait combien d'emplois de fonctionnaires à peu près? Mais tout ça sera chiffré. Vous savez très bien. Mais non, vous savez très bien qu'il y a bataille sur les chiffres. Écoutez, si Javier Milei en Argentine, vous imaginez... Je vous donne un exemple très simple, monsieur Rochemarin. Pendant les présidentielles. Non, pas du tout. Je vous donne un exemple très simple. Nous souhaitons sur les agences d'État économiser 5 milliards d'euros dès la première année. Pourquoi? Parce que dès la première année, on peut baisser les dépenses de fonctionnement et on peut notamment supprimer d'ores et déjà, dès le premier budget, dès notre arrivée potentiellement à Matignon, les budgets de fonctionnement, c'est-à-dire notamment les budgets de publicité, les budgets de communication. Et puis sur 5 ans, nous allons évidemment supprimer un certain nombre d'agences d'État. Il y a bataille sur les chiffres puisque un certain nombre d'études chiffrent à 1200 le nombre de ces agences et le rapport sénatorial chiffrait à 1900 agences. Je les trouve simplement pas assez ambitieux sur la suppression de ces agences. Donc nous allons évidemment faire des économies dans la bureaucratie d'État. Nous allons simplifier l'appareil d'État. Je souhaite également, et c'est l'ambition que nous portons, supprimer les conseils régionaux, fusionner les compétences qui sont celles des conseils régionaux aujourd'hui avec ceux des conseils départementaux pour faire apparaître un nouvel échelon qu'on appellerait le conseil territorial pour rapprocher la décision politique de ceux qui sont censés la lire, la traduire et la choisir. La mère des batailles, ce sont les retraites. En termes de volume général, vous le savez bien, la France est très à la traîne en termes d'heures travaillées au total. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en contradiction avec ce que vous écrivez vous-même dans votre livre? Et c'est vrai que c'est très frappant, vous décrivez des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup. Et moi j'ai lu tous vos portraits et c'est vrai que beaucoup sont admirables parce que ce sont des travailleurs qui ne comptent pas leurs heures. Et au fond, quand on les écoute, ils disent... Comme disait Pompidou, on nous emmerde, il y a trop de normes. Il y en a très peu qui disent on travaille trop, en réalité, en heures. Est-ce que vous les suivez en ça? Le cœur de la société, c'est le travail. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire ce livre? Parce que j'ai voulu rendre hommage à cette France qui travaille, qui parfois s'exprime dans des contestations à l'égard de la politique les soirs d'élection, mais qui, dès le lendemain matin, n'a ni le temps, ni l'argent, ni les moyens d'aller manifester et doit se rendre au travail dès le lendemain matin de l'élection. Donc le cœur de notre société, c'est le travail. Moi, je crois dans la valeur travail. Je pense que le travail ne paye pas suffisamment dans notre société. Et je crois également qu'il n'y a pas assez de gens qui, en quantité, travaillent dans notre pays. Et pardon, il y a une minorité. Eux travaillent pour les inactifs. Ça ne veut pas dire qu'on en veut pour autant aux inactifs, mais de fait, ces actifs-là, très travailleurs, vous avez raison de le souligner, ils travaillent pour le grand nombre des inactifs, trop grand nombre. C'est l'équation des retraites qui ne marche pas, si on ne les change pas. Beaucoup de Français, on va rentrer, si vous le voulez bien, sur la question des retraites. Mais d'abord, pour finir sur le travail. Tous les Français que j'ai rencontrés, tous les Français que je rencontre chaque jour, qui se lèvent tôt,
qui font des efforts, qui ont le sentiment que l'heure de travail n'est pas rémunérée à la juste valeur, peut-être parce qu'il y a trop de charges, et on pourra rentrer aussi sur ce sujet après si vous le voulez bien. Mais cette France-là, cette France humble, cette France silencieuse, cette France qui ne casse pas, cette France qui ne manifeste pas, eh bien, elle a le sentiment de porter sur ses épaules les efforts de tout le monde. Ça m'amène à parler de la question de la retraite. Et j'insiste, des retraites. Bien sûr, dans le système actuel, ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, c'est la clé du système par répartition. Je pense que nous avons un problème à l'entrée du système et un problème à la sortie du système. Nous avons un problème avec le taux de chômage des seniors, qui est beaucoup trop élevé dans notre pays, et nous avons un problème avec l'âge auquel vous rentrez sur le marché du travail. Le premier emploi stable, c'est-à-dire avec plusieurs trimestres consécutifs dans notre pays, c'est 27 ans, c'est 23 ans en Allemagne. J'ai la conviction que toute une classe d'âge n'a pas vocation à faire des études qu'on dit de sciences molles, à faire des études de sciences humaines ou de sciences littéraires à l'université. On a besoin de revaloriser les métiers manuels, on a besoin de revaloriser les filières professionnelles sur le modèle allemand ou sur le système dual en Suisse, que je crois vous connaissez bien. Et c'est la raison pour laquelle moi je propose, par l'intermédiaire de ce livre et du projet politique que nous avons porté avec Marine, la mise en place d'un collège modulaire pour faire en sorte que dès le collège, on puisse flécher des jeunes qui ont plus d'appétence vers les métiers manuels, revaloriser nécessairement vers ces filières professionnelles, Bardella, en considérant que cette orientation, elle doit se faire beaucoup plus tôt pour pousser les jeunes à rentrer plus tôt sur le marché du travail, parce que ça veut dire aussi plus de points de PIB et plus de cotisations dans le système des retraites. On peut de toute façon pas faire une émission trop technique, mais à l'arrivée de la situation actuelle, vous êtes forcé de reconnaître que pour l'instant, le résultat de la situation, de tout ça, y compris de vos votes, pas seulement, je ne dis pas que vous êtes les seuls à avoir allé dans ce sens, mais c'est qu'on a moins de travail, de fait, puisque la réforme des retraites a été suspendue. On est dans une logique de moins de travail et de plus d'impôts. Avouez que c'est contradictoire avec tous les principes que vous rappelez vous-même, de fait. Mais mes principes, on en est là. Mais mes principes, ils sont clairs, monsieur Rochebin. Il n'y a rien de plus résultat, explicite, y compris de vos votes, c'est ça. Mais non, pardon. Non, mais attendez, je ne suis pas responsable de la situation économique et de la situation budgétaire dans laquelle se trouve mon pays, deuxièmement. Troisièmement, vous savez très bien que ce budget, il finira par passer par ordonnance. Et que c'est précisément la raison pour laquelle monsieur Lecornu a été renommé à Matignon dans un deal avec le Parti socialiste. Maintenant, il n'y a rien de plus explicite, il n'y a rien de plus vrai que le contre-budget que nous avons proposé. Dans ce contre-budget, je le redis, monsieur Rochebin, pour que ce soit très clair, il y a non seulement une baisse de la dépense publique, avec un premier effort qui est porté à 40 milliards d'euros d'économies dès la première année. Nous avons listé un certain nombre d'économies, la fraude sociale, la fraude fiscale, l'immigration, la contribution au budget de l'Union européenne, la dépense publique dans le fonctionnement de l'État, la suppression d'une partie des subventions qui vont aujourd'hui aux énergies renouvelables intermittentes comme les éoliennes, qui nous coûtent beaucoup d'argent et qui ne sont pas productive pour le système énergétique français. Bref, beaucoup d'économies, non seulement pour baisser la dépense publique, mais aussi pour baisser les impôts. Le contre-budget du RN est le seul contre-budget de mouvement politique aujourd'hui en France qui prévoit de baisser la dépense publique et de baisser les impôts. Sur le travail. De 25 milliards pour les familles et de 20 milliards pour les entreprises, parce que je crois que l'économie française et que nos entreprises, moi je suis pro-croissance, je suis pro-entreprise, je suis pro-business, et je pense que pour affronter le mur de la dette, on aura besoin d'un pacte de confiance avec les entreprises qui s'appuie sur moins de normes et moins d'impôts pour ceux qui produisent de la richesse. On ne peut pas refaire l'histoire, mais les 35 heures, ça a été la réforme emblématique. Est-ce que, c'était une erreur ? Les 35 heures, et l'honnêteté m'oblige à le reconnaître aujourd'hui, ont rigidifié l'économie française. C'était une erreur ? C'est la raison pour laquelle, en tout cas... je pense que ça a eu des conséquences qui ont contribué à rigidifier le modèle social et le modèle économique français. Vous sentez quand même très prudent. C'est la raison. Milei vient de remporter un triomphe électoral aux élections de mi-mandat en Argentine. C'est vrai que c'est frappant de voir à quel point certains osent dans ce domaine-là. Je ne vous pousse pas, mais ça montre les réticences qu'il y a dans votre parti avec une aile qui n'est pas libérale. Et on comprend bien que chaque mot que vous allez prononcer, du genre 300 000 fonctionnaires en moins, on sent que ça vous arrache un peu la bouche. 35 heures, c'était une erreur, on sent que ça vous arrache un peu. Bien sûr, parce qu'il y a une partie de votre parti, je ne vous le reproche pas encore une fois, mais avouons-le, qui n'est pas dans cet esprit-là. Je n'ai pas besoin de modèles étrangers. Oui, et quand on est français, non seulement avec beaucoup de chauvinisme, peut-être, on se suffit à soi-même. On a le droit de se comparer. Mais j'essaie en tout cas de régler les problèmes. Et pour répondre à votre question, parce que vous allez m'accuser ensuite d'avoir fui la question, je crois qu'il faudra demain permettre des renégociations par branche, à la condition peut-être que si nos compatriotes décident librement de travailler plus, que évidemment 37 heures par exemple
renégocié par branche, soit payé 37. Le problème, c'est que le travail ne paye pas suffisamment. Et moi, je suis favorable non seulement à la désocialisation des heures supplémentaires, mais aussi à la défiscalisation des heures supplémentaires. Et précisément pour rapprocher le brut du net, je propose, et nous proposons avec Marine, que les chefs d'entreprise qui consentiraient à augmenter de 10% les salaires de leur entreprise voient ces 10% exonérés de cotisations sociales. C'est ça, je veux dire, des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat qui prennent aussi en considération le niveau de charge extrêmement élevé qui a éloigné le brut du net et qui fait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui travaillent, dont certains gagnent des petits salaires, qui ne comprennent pas que eux, avec beaucoup d'efforts, gagnent un petit salaire et que d'autres, qui par facilité bénéficient du modèle de protection sociale, gagnent peu ou prou la même chose. Votre victoire... Et ça, pour le coup, ça désincite le travail. Votre victoire à l'Assemblée sur l'Algérie. Victoire inattendue. On a vu là, les scènes incroyables où même dans votre camp, ils avaient l'air surpris. Ne me dites pas que c'est de gauche. Non, ça, c'est pas de gauche. Tout se discute, mais... Avec l'aide des LR... Pardon, est-ce que je peux me permettre un dernier mot sur l'économie ? Parce que moi, j'ai entendu cette... vous avez un goût de reviens-y avec l'économie. Non, mais, pardon. Mais, oui, parce que je pense que l'économie, c'est d'abord avant tout de la confiance. Et si on n'explique pas les choses, je vois beaucoup de désinformations circuler sur le fait qu'on aurait voté une taxe sur les multinationales. Bon. Le dispositif qui a été proposé à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est une disposition, c'est pas une taxe supplémentaire, c'est une disposition de calcul qui permet de mettre sur un pied d'égalité les grandes multinationales qui utilisent nos infrastructures françaises, qui font du business en France, mais qui vont loger leurs bénéfices pour contourner l'impôt sur les sociétés dans des États américains comme le Delaware, où vous avez 0% d'impôt sur les sociétés. On peut par exemple citer très bien qu'ils iront ailleurs. Regardez en Irlande, on les attire avec des conditions très avantageuses en Irlande. Évidemment, ils diront si j'ai à choisir la France et l'Irlande, j'irai en Irlande. Eh ben, je vais vous dire une chose très simple. Non seulement moi je ferai tout pour que demain et après-demain, les entreprises françaises et même des investisseurs étrangers viennent trouver en France un cadre compétitif pour créer de la richesse et créer de l'emploi dans notre pays, parce que je pense qu'une nation sans entreprise est une nation qui se délite. Mais c'est pas le signal qu'il aurait donné, monsieur Bardella. Vous savez comment les impôts, c'est un esprit général. Tous ces gens, quand ils lisent le Financial Times et autres, et qu'ils apprennent qu'en France, vous aussi, et les socialistes et les autres, vous avez voté pour aller chercher les voitures, le meuble, aller voir s'il y a une table qui va faire partie de la vous soutenez la fraude fiscale ? Non, pas la fraude fiscale. Vous soutenez les mécanismes qui permettent à des multinationales étrangères. Simplement, quand vous avez au moment où ils vont choisir, là ils vont s'installer, ils diront la France, c'est pas très favorable au business. Monsieur Rochebin, pas de jugement. Je ne fais pas de la politique pour légiférer et pour soutenir la triche. Il n'y a aucune raison. C'est pas de la triche, c'est choisir le pays où ils investissent. Aucune raison, monsieur Rochebin. Et je vous le dis en toute responsabilité, comme on dit, pour qu'une petite entreprise, pour qu'une petite entreprise française ou qu'un grand groupe français comme LVMH par exemple doivent payer en France 25% d'impôt sur les sociétés. Moi, je suis pour la baisse de l'impôt de production, mais doivent payer 25% d'IS quand une grande multinationale étrangère ou une GAFAM par exemple paye 0% d'impôt sur les sociétés en France. Ça, c'est pas possible. C'est de la concurrence déloyale. Et si précisément je veux cet argent, c'est pour soutenir la compétitivité de nos entreprises et pour baisser de 20 milliards d'euros, comme nous le proposons dans notre contre-budget, l'impôt sur les productions. Nous sommes les seuls à proposer cette fiscalité de croissance qui va réaligner la France sur le plan compétitif par rapport à ses partenaires européens qui, je le rappelle, ont une fiscalité sur la production qui est très injuste parce que ça pèse sur le haut du compte d'exploitation, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte la santé de votre entreprise, deux fois moins importante que celle que nous appliquons sur les entreprises françaises. Votre vote à l'Assemblée nationale, plus complexe votre que ça. Texte passé à l'Assemblée nationale avec l'aide des LR et les députés d'Édouard Philippe, on y reviendra, pour abroger les accords de 68 et les conditions d'immigration favorables aux Algériens sur le séjour, sur le regroupement familial. Alors pas entrer dans le débat juridique sur les effets, mais en gros, c'est la souveraineté de la France qui fait ce qu'elle veut sur son territoire, mais ça va amener un bras de fer avec l'Algérie. Est-ce que vous êtes prêt à ce bras de fer intégral, peut-être repartir de zéro ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, de nouvelles mesures contre l'Algérie ? Lesquelles ? Depuis 1968, vous avez raison de le rappeler, cet accord dit accord de 68 avec l'Algérie facilite l'immigration algérienne en France. Facilite non seulement l'octroi de visa pour les ressortissants algériens, mais facilite aussi leur installation en facilitant les conditions d'accès au regroupement familial et à l'immigration de peuplement de l'Algérie vis-à-vis de la France.
Depuis maintenant plusieurs mois, de manière plus significative et depuis plusieurs années, on voit que l'Algérie multiplie les provocations à l'égard du régime français. La plus emblématique d'entre elles, et je passe sur les provocations explicites, sur la rente mémorielle, sur les propos qui sont tenus à l'égard de la France et de notre histoire, c'est le refus par le régime algérien de récupérer les ressortissants présents sur le sol français qui sont sous le coup d'une OQTF, c'est-à-dire d'une obligation de quitter le territoire français. Avec des cas dramatiques, on a vu à Mulhouse par exemple. Absolument, vous avez raison de le rappeler, avec parfois des cas qui sont extrêmes et qui confèrent au terrorisme ou à la criminalité organisée. Cet état de fait n'est plus possible. Donc très concrètement, pour être concret, si demain nous sommes à la tête du pays, nous allons dire à l'Algérie que nous lui avons donné son indépendance. Maintenant, le régime algérien doit comprendre que nous devons avoir la nôtre et notre liberté et notre indépendance dans la maîtrise de notre immigration. Donc, si le régime algérien, et encore une fois, je ne mélange pas le peuple algérien, je ne mélange pas la nation algérienne avec le régime politique qui a mainmise sur Alger depuis maintenant plusieurs années, nous mettrons en place un certain nombre de mesures. La première mesure, c'est qu'il n'y aura plus aucun visa qui sera donné à un ressortissant algérien tant que l'Algérie refusera par provocation de récupérer ses ressortissants. Nous allons... Tout visa confondu. Et je le ferai demain. Tout visa confondu. Absolument. Y compris les visas pour soins qui permettent à un certain nombre de personnes de venir se faire soigner dans notre pays, bien souvent aux frais de la princesse. Deuxièmement, et si je suis à la tête du gouvernement, je le mettrai en œuvre, je suspendrai l'aide publique au développement qui est donnée chaque année par la France, mais aussi par l'intermédiaire de l'Union européenne pour financer des appels à projets en Algérie, au régime d'Alger. Et troisièmement, je mettrai en œuvre des blocages sur les transferts de fonds privés qu'on appelle généralement les transferts Western Union. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à des gels de biens comme on le fait pour la Russie, considérant que l'Algérie retient un citoyen qui est aussi français, qui est Boualem Sansal? Alors je suis extrêmement prudent avec ce type de mesures parce que je ne suis pas de gauche. Contrairement à ce que vous pouvez parfois sous-entendre, monsieur. Ça vous a marqué ça, hein oui, parce que je pense que c'est faux et que précisément, je pense que le macronisme est une forme de socialisme empire. Mais je suis attaché au droit de propriété. Et je pense que le droit de propriété, il est sacré en économie et qu'à partir du moment où vous vous mettez en fonction d'un désaccord politique ou diplomatique avec un État à saisir des biens, eh bien, par définition, d'autres États étrangers, d'autres investisseurs étrangers pourraient considérer qu'il n'est pas de bon ton que d'aller loger ces biens dans le pays, en l'occurrence en France ou dans l'Union européenne, considérant que si la situation diplomatique venait à se dégrader, ça pourrait avoir des conséquences. Donc, je ne suis pas favorable à ce type de mesures. En revanche, l'ensemble de ces mesures, qui pouvaient d'ailleurs être évoquées un temps par Bruno Retailleau, n'ont jamais été mises en œuvre. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques? Est-ce que pour vous, c'est imaginable d'aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques? Ça ne veut rien dire, la rupture des liens diplomatiques. Si. Je veux dire, entre États, même quand on se fait la guerre, on dialogue, on discute. Moi, j'ai souvent entendu d'ailleurs, à tort, un certain nombre de gens hurler en disant que la France devait rompre ses relations diplomatiques avec la Russie. Si demain nous devons négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie, qui ne soit évidemment pas une paix aux conditions de la Russie, il faut bien demander qu'il y ait des canaux de discussion. Donc, je veux dire, les discussions entre chefs d'État est une chose, mais on sait très bien que dans l'ombre de la diplomatie, une grande partie des échanges se font dans le secret. Et donc là, naturellement, le rôle de la France, qui est capable de parler à toutes les nations du monde, parce que nous sommes une grande puissance et que je veux aussi renouer avec l'autonomie gaullienne qui a toujours été l'ADN de la France depuis le début de la Ve République, même si celle-ci est fortement abîmée, eh bien, c'est de pouvoir parler avec toutes les nations. Monsieur Bardella, au-delà de la question de l'immigration algérienne, le sujet plus large, c'est évidemment de toute nationalité, mais notamment pas mal du Maghreb, des clandestins. On a vu le flottement depuis 15 jours, y compris des chiffres. Le gouvernement qui dit quelques centaines de milliers, monsieur Retailleau qui monte à 1 million. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, vous savez comme moi, c'est beaucoup de ces gens considèrent qu'il ne faut pas en parler, que c'est une marge grise, l'économie réelle. Ils ne le disent pas face caméra, ils le pensent ou ils le disent hors caméra. C'est une marge grise, l'économie réelle. C'est des gens qu'on ne paye pas très bien, c'est le plongeur de restaurant, c'est le peintre qui fait ça au noir, etc. Toute cette économie grise qui sert notamment à combler le trou, le déficit démographique. Alors, c'est pas très moral, c'est pas très démocratique, c'est pas très contrôlé, mais c'est un modèle. Eux, au moins, ont un modèle. Quel est votre contre-modèle? Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Quel est votre autre modèle? D'abord, on rétablit la loi, monsieur Rogelin. Si demain, je suis Premier ministre, je demanderai à mon ministre de l'Intérieur d'adresser une circulaire au préfet pour leur demander de ne procéder à plus aucune régularisation d'étrangers en situation irrégulière. Parce que pour que le pays fonctionne, pour que la cohésion sociale se maintienne, il faut que les lois soient respectées. Nous rétablirons également le délit de séjour irrégulier
qui a été supprimé par la gauche et qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut décider de venir en France sans y avoir été invité, sans y avoir été convié, sans avoir reçu le tampon administratif qui fait qu'on lui autorise les portes de la Maison France, de pouvoir se maintenir sur le sol français et parfois de bénéficier aussi d'un certain nombre de prestations sociales, et notamment la gratuité des soins, ce qui apparaît totalement aberrant à l'heure où beaucoup de nos compatriotes n'arrivent plus à se soigner. Vous savez bien que pour eux, c'est un système. Ce qu'a fait Mme Merkel en Allemagne, c'est pas seulement des bons sentiments bien pensants de Philippe Pasteur. On sait bien, c'est aussi, elle la disait, c'est pour payer les retraites un jour, c'est pour occuper beaucoup de places que les Allemands n'occupent plus. En réalité, il y a de ça. Ils ont une vision, encore une fois, ils ont une vision de la société qui est bonne ou mauvaise, mais au moins qu'il y a un système qui est de dire il y a une chute de la démographie européenne et l'immigration la remplace. Quel autre modèle proposer? Quand vous voyez la nouvelle première ministre japonaise, très pro-Trump, qui dit voilà, nous, notre modèle, c'est l'anti-modèle de ça. On est multiculturel, on décroît. On assume, mais on y va comme ça. Est-ce que c'est un modèle pour vous? Si demain nous sommes à la tête du pays, la France ne sera plus un pays d'immigration massive. Bien sûr que notre pays restera toujours ouvert à l'égard de gens qui viennent dans notre pays pour travailler. Regardez par exemple ce que fait la Suisse, qui est, je crois, un pays que vous connaissez bien. 25% d'étrangers en Suisse. Sur ces 25% d'étrangers, 80% sont européens. Parce que précisément, l'immigration en Suisse est une immigration de croissance et pas une immigration de désordre. Or, aujourd'hui, les filières d'immigration en France, alors on nous parle souvent des visas de travail. Pardon de vous rappeler, Monsieur Rochebin, que les visas de travail, c'est 10% des visas qui sont accordés aux gens qui arrivent dans notre pays chaque année. 10% de 450 000. Les autres, Monsieur Rochebin, ils font quoi ? Qui paye? Ils sont bien à la charge de la collectivité, ils sont bien à la charge du contribuable. Et moi, je n'accepterai pas de demander des efforts à nos compatriotes tant qu'on n'aura pas remis de l'ordre dans notre politique d'immigration qui aujourd'hui nous coûte beaucoup d'argent. S'il y a un besoin ponctuel, est-ce que ça implique de décroître? Je comprends, mais est-ce que ça implique de décroître, d'assumer que la France peut décroître en termes démographiques? Je vous réponds, sur le travail et sur la démographie, je ne fais aucune question. Sur le travail, si demain il y a un besoin ponctuel, ça peut être le cas, par exemple, vous savez que pendant très longtemps, les sous-investissements des gens qui nous ont dirigés dans la filière nucléaire a nécessité d'appeler des ingénieurs nucléaires, notamment aux États-Unis. Eh bien, on leur donne un visa de travail, ils exercent leur mission, et une fois que le visa de travail est terminé, ils repartent dans leur pays. C'est précisément ce que fait Madame Meloni en Italie ou ce qu'a pu faire Monsieur Orban en Hongrie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils restent, ça ne veut pas dire qu'ils ont droit au regroupement familial, et ça ne veut pas dire que cette immigration d'un besoin ponctuel se transforme en une immigration de peuplement qui bouleverse notre identité, notre culture, nos lois, notre rapport à l'égalité homme-femme et qui profondément change le visage de notre pays. Sur la démographie, je vous réponds également. Vous avez parfaitement raison de rappeler que la démographie fait partie des grands défis auxquels va devoir faire face l'Europe. Surtout pour une grande puissance. Il y a deux chemins qui se dessinent à nous. C'est très simple. C'est où faire plus d'enfants ou l'immigration. Mais c'est très simple. Il n'y a pas 2000 solutions. Soit les travailleurs de demain et après-demain, soit les cotisants de 2045. On va les chercher à l'étranger, ça c'est le modèle de la gauche. Soit on décide de mettre en place un écosystème, une politique nataliste qui soutient la natalité, qui soutient les familles françaises. Vous savez, qui hélas n'a marché nulle part. Ça n'est pas vrai. D'abord, la Hongrie a pris un certain nombre de mesures fiscales notamment. Oui, mais vous avez vu la démographie hongroise notamment. Mais vous avez raison de rappeler qu'on a un sujet qui est un sujet démographique de natalité majeur. Et aujourd'hui, l'accroissement de la population française ne tient que par la politique d'immigration. Donc moi, je souhaite précisément, compte tenu de cet état de fait, recréer une politique à la fois fiscale et d'accompagnement des familles, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé, par les économies que nous allons faire dans la dépense publique, d'accorder une part fiscale pleine dès le deuxième enfant, et ça, c'est une mesure concrète de soutien aux familles françaises et à la natalité française. Vous dites, le référendum sur l'immigration, ce sera votre but une fois que le RN sera pleinement au pouvoir. Alors, quelques questions très précises. D'abord, est-ce que vous demanderez le droit du sang, comme Giscard d'Estaing l'avait fait en 91? Il avait quitté le pouvoir, Chirac à l'époque même disait oui. Est-ce que ça fait partie de vos projets? La nationalité française, c'est rite ou se mérite. Il y a beaucoup de gens dans notre pays qui considèrent que on accorde aujourd'hui bien trop facilement, et ils ont raison de le penser, et ils me le disent tous les jours, la nationalité française. Il y a eu, je crois, depuis 2000, 3 millions d'étrangers supplémentaires qui ont bénéficié d'une naturalisation. Bien souvent, cette naturalisation, elle se fait sans la maîtrise des éléments fondamentaux que sont l'histoire, la langue, la culture, les modes de vie. Donc si demain nous sommes à la tête du pays, notre première mesure sera d'organiser un référendum sur l'immigration. Ce référendum permettra aux Français d'approuver un projet de loi qui aura valeur constitutionnelle, qui ne pourra pas
pas être remis en cause par des jurisprudences européennes ou internationales et qui comprendra en son sein, et j'y viens, l'ensemble du bouclier politique, juridique et administratif pour protéger la France d'une immigration devenue massive. Je suis opposé au droit du sol. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous supprimerons le droit du sol, considérant que la nationalité française, encore une fois, s'hérite ou se mérite, c'est-à-dire que si vous êtes né sur le sol français, l'un de vos deux parents est français, par définition, vous deviendrez français, mais si ça n'est pas le cas, eh bien vous ferez une demande de naturalisation à 18 ans, qui s'appuiera sur votre parcours, sur un casier judiciaire vierge, et sur votre envie profonde de devenir français. Vous savez, le droit du sol... je ne vais pas dire que c'est une exception en Europe, mais presque. Il y a beaucoup de pays autour de nous, et je pense par exemple à l'Italie, qui est une nation sœur de la France, qui n'a pas le droit du sol. C'est le Conseil constitutionnel ne voudra pas de ce référendum. J'ai rencontré en off, ils font de la politique. Les membres du Conseil constitutionnel, ils n'en veulent pas. Mais pourquoi ? Ils feront tout pour le faire. Voilà. Est-ce que c'est normal ? Alors, ça, c'est pas moi de juger. Mais est-ce que c'est qu'est-ce que vous allez faire ? C'est très intéressant. Vous n'allez pas vous asseoir sur M. Ferrand. Mais ces confidences sont très intéressantes, M. Rochebain. Parce qu'elles disent beaucoup du dévoiement aujourd'hui de nos institutions par un camp politique qui cherche coûte que coûte et vaille que vaille à se maintenir au pouvoir et à utiliser non pas les institutions pour protéger les Français et pour protéger l'intérêt de la nation, mais pour se protéger eux-mêmes. Bon, peut-être, mais tout est politique. Vous savez très bien, le juge neutre absolu dans une ambiance stérile, ça n'existe pas. Vous savez comme moi, il y a des juges de droite, des juges de gauche. Oui, enfin, ils ont des interprétations du droit qui est tout le temps, à sens unique. Mais donc, elle sera contre vous. C'est rarement des interprétations qui visent à des idées qu'on pourrait classifier plutôt à droite. Donc, alors, en l'occurrence, qu'est-ce que vous ferez ? Deux choses très simplement. Un, vous savez qu'ils peuvent censurer le décret de convocation. Ouais. Un, nous ferons ce référendum si nous arrivons à la tête du pays. Coûte que coûte. S'ils décident de manière ahurissante de censurer ce décret de convocation, c'est-à-dire aussi de censurer un des pouvoirs du président de la République sur un motif qui pourrait être un motif complètement bidon ou un motif fallacieux, eh bien, nous permettrons à l'article de la Constitution qui permet au président de la République d'organiser un référendum sur les grands sujets économiques et sociaux de la nation, eh bien, nous élargirons cet article et nous y ajouterons les questions d'immigration. Donc vous passerez en force. Même s'il y a débat d'interprétation chez... Non, je ne passe pas en force. C'est ce que De Gaulle avait fait en 62. Il s'était assis sur le Conseil constitutionnel, mais bon, c'était De Gaulle. Pour faire quoi ? Pour l'élection au suffrage universel. Il l'avait fait, il l'avait assumé. D'accord. Donc considérer que le général De Gaulle est allé à l'encontre de la volonté populaire, ça voudrait dire que l'élection de tous les présidents de la République au scrutin majoritaire à 2 tours universel depuis la création de la Ve République est caduque. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Donc rien. Il y aura France référendum. Et je vais vous dire, il y aura 1 million de personnes dans la rue. Vous savez comme moi, il y aura 1 million de personnes dans la rue et ils diront à tort ou à raison. Ah si, ça si vous asseyez sur le Conseil constitutionnel, c'est ce qui va se passer. Non. Ça passera peut-être. La Cour suprême dans notre pays, c'est pas Monsieur Ferrand, pardon. C'est le peuple français. Et le peuple français, il n'a pas envie d'être remplacé, il n'a pas envie de voir son identité changer, et il n'a pas envie qu'on continue d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. En clair, soyons encore plus clair, si je peux me permettre, pardon, parce que c'est un point important. Pour une fois, le droit c'est souvent ennuyeux, là c'est quand même très intéressant. C'est un très beau cas de figure de droit. Ça veut dire que même si le Conseil constitutionnel donne un avis contraire, vous le ferez. Absolument. Très bien, c'est très clair. La censure. Nous sommes gaulliens dans l'esprit et nous le serons dans les faits. De ce gouvernement, est-ce que c'est votre but qu'elle arrive le plus vite possible ? La censure pour la censure, c'est pas le sujet. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on retourne aux urnes. Et nous considérons que Emmanuel Macron, par le biais désormais d'un accord avec la gauche, comme il l'avait fait d'ailleurs au second tour des élections législatives pour m'empêcher d'obtenir une majorité et de devenir Premier ministre, n'a qu'un seul objectif, qu'une seule ambition, se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Les macronistes ont perdu les élections européennes, ils ont perdu les élections législatives. J'avais dit au second tour des élections législatives que s'il y avait ces accords de la honte entre Mélenchon et Macron, le pays serait bloqué. Le pays est aujourd'hui bloqué. Et je vous redis ce que je vous ai dit sur votre plateau il y a quelques jours. Ils sont habiles quand même. Pour l'instant, ils sont habiles. Ne peut émerger de... Mais ils ne sont pas habiles. Ils font de la popole, ils font de la magouille de couloir. Ils sont prêts à vendre pères et mères. Ils sont prêts à se couper un membre pour rester au pouvoir. Et ils sont même prêts à remettre en cause la seule réforme qui, de leur point de vue, aurait
pu être un peu, je dirais, leur bilan de leur point de vue sur lequel ils ont été élus, c'est-à-dire la réforme des retraites. Le côté un peu ambigu de ce que vous faites maintenant. Évidemment, c'est votre adversaire politique, vous tapez un peu sur Macron, ou même beaucoup, mais vous devrez travailler avec Emmanuel Macron si vous êtes son Premier ministre, même si c'est une cohabitation froide, vous ne serez pas là pour vous faire des câlins, mais enfin, ce sera une cohabitation quand même, vous devrez travailler avec lui. Est-ce que vous pouvez travailler en bonne intelligence avec lui? Je serai respectueux des institutions. Je serai, comme je l'ai toujours été, respectueux de la fonction du président de la République. Et il faudra considérer que ça n'est pas Jordan Bardella qui travaille avec Emmanuel Macron, mais un Premier ministre de cohabitation qui, vous ne serez pas son collaborateur, qui dirige l'action du gouvernement, loin d'être le collaborateur du président de la République. Et peut-être pour la première fois depuis 10 ans, nous aurons un vrai Premier ministre en France, c'est-à-dire quelqu'un qui gouverne et qui dirige effectivement l'action du gouvernement et qui n'est pas le collaborateur du président de la République, comme il a souvent traité ses premiers ministres, qui d'ailleurs lui rendent quand même assez bien. Il faut il y a une alchimie personnelle. Mitterrand, Chirac, Mitterrand, Balladur, ensuite Chirac, Jospin, ça compte quand même. Est-ce que, pardon d'entrer dans les détails un peu, si on veut, personnels, mais ça compte. Et vous avez eu des contacts avec Emmanuel Macron là. Le plus long contact, qu'est-ce que c'était? C'était les rencontres de Saint-Denis. Combien de temps? Qui ont duré de 15h à 3h du matin. Ouais. Vous savez, c'est long format où les chefs de parti ont été reçus et où nous avons discuté de la situation politique et où j'ai essayé humblement de lui exprimer ce que ressentent les Français à l'égard de sa politique. Que pensez-vous de lui? D'abord, je me garderai encore plus en public de tout jugement personnel. Je veux dire, le jugement personnel, il appartient au cœur des Français, il appartient à l'histoire. Moi, je juge l'action du président de la République. Et depuis 7 ans, je note que celui qui était présenté comme un Mozart de la finance a provoqué plus de dettes dans notre pays que dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Au début, il a plutôt bien réussi. Lui a baissé les impôts. Lui a supprimé l'ISF. On ne va pas refaire toute l'histoire. Enfin, de toute façon, maintenant, la situation est mauvaise, ça. Mais vous voyez bien, d'ailleurs, moi j'entends souvent que le président de la République aurait été le porte-parole de la politique de l'offre. Et d'une politique plutôt pro-business entre 2017 et 2022. Ça a marché, c'est vrai. La réalité, c'est que ce qu'il a donné en impôt de production et en impôt sur les sociétés de la main gauche à nos chefs d'entreprise, il en a repris de la main droite en normes, en paperasse, en surtransposition, qui coûte, je vous le rappelle, 4% du PIB, 60 milliards d'euros à l'économie française. Donc, mon ambition, c'est de me préparer. Notre ambition avec Marine Le Pen, Éric Ciotti et le Rassemblement National, c'est de préparer l'alternance et c'est de porter un projet politique qui colle aujourd'hui aux attentes des Français. Mais sur sa personne, sur la relation de pouvoir qui peut... Vous connaissez l'hypothèse des deux Rastignac. En gros, le Rastignac arrivé... Je ne suis pas Rastignac. Attendez, qui est Emmanuel Macron, qui est arrivé, mais qui a besoin certainement d'un second souffle. Vous, Rastignac ou autre Rastignac, qui avait besoin d'arriver au pouvoir, de Matignon, une sorte de répartition des rôles. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti ça? C'est-à-dire, ça n'a pas marché pendant la législative de 2024, c'est-à-dire l'idée que, au fond, vous pourriez assez bien vous entendre. Le scénario est connu, ce sera la cohabitation, lui aura le beau rôle de l'homme qui fait la résistance intérieure au RN, et vous aurez Matignon. Mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Puisque qui dirige l'action du gouvernement? Qui gouverne? Il le fera que s'il est forcé. Ça n'est qu'un plan B. Ça, c'est qui choisit plan B. Les grandes orientations qui vont régir le quotidien des Français? C'est le gouvernement autour d'un chef d'équipe qui s'appelle le Premier ministre. Bon, donc si demain j'ai cette opportunité, cet honneur d'être un Premier ministre de cohabitation, je me comporterai avec fermeté sur le fond, avec respect sur la forme. Il pourra se mêler de tout. Il pourra se mêler de tout. Vous savez qu'il y a toujours cette ambiguïté quand il y a une cohabitation. Version, le président se mêle de tout. les deux signatures. Voilà. Ou est-ce qu'il sera cantonné à la politique étrangère et la défense? Je peine à croire qu'Emmanuel Macron décide de se replier dans les 4 murs de l'Élysée et de regarder sans rien faire, en tout cas, ou sans tenter d'entraver l'action du gouvernement. Mais entraver l'action du gouvernement, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire entraver l'action, la volonté des Français. Ça voudra dire entraver le résultat des élections législatives. Mais fort des valeurs que m'ont transmis mes parents, je suis un homme poli et bien élevé. Et je sais l'être et je sais surtout respecter mes opposants politiques. Donc, si le président de la République, demain, dans cette hypothèse, me laisse travailler et nous laisse travailler, eh bien, je me comporterai avec beaucoup de respect, eu égard à la fonction qui est la sienne. Encore faut-il que vous ayez une majorité parlementaire. Jean-Pierre Raffarin, vieux renard de la politique, sur notre plateau il y a quelques jours, disait une partie des députés LR est prête. Une partie des LR, lui le déplorait en l'occurrence, mais enfin il faisait la prévision. Il disait une partie des LR est prête. Le côté deuxième lame du rasoir, vous avez eu les ciottistes, première lame. Deuxième moisson, ça pourrait être, si vous avez 240 sièges, allez, une vingtaine de sièges LR qui feraient à peu près l'appoint.
Est-ce que vous le pensez ? Moi, je souhaite rassembler, je souhaite unir et je souhaite construire. Allons franchement aux choses. Est-ce qu'ils sont mûrs ? Est-ce qu'une partie des LR est mûre pour travailler avec vous ? En tout cas, il y a une partie qui a été mûre pour travailler avec Emmanuel Macron. Ouais. Bon. Vous connaissez ma thèse. Je crois qu'il y a aujourd'hui 2 lignes aux Républicains. Qu'il y a une ligne dont l'ambition encore aujourd'hui est sans doute de couler avec le Titanic et de suivre Emmanuel Macron coûte que coûte. Peut-être pour décrocher des portefeuilles ministériels, et une autre frange des Républicains qui correspond, je crois, à la volonté aujourd'hui de beaucoup d'électeurs orphelins de cette droite. Vous savez, ce sont ces Français qui se sont portés sur Nicolas Sarkozy en 2007, qui se sont portés sur Nicolas Sarkozy en 2012, qui ont pu nous rejoindre déçus des trahisons de la droite lorsqu'elle a exercé le pouvoir. Et cet électorat orphelin aujourd'hui d'un leader, d'une incarnation, d'un projet politique, a beaucoup de points communs aussi avec le projet que nous portons et le projet que je porte. Donc, mais quel nom ? Vous savez que ça passe quand même. La politique passe par des grands noms. On voit bien Monsieur Bellamy, par exemple, est pas loin, disons, de ce type de dialogue avec vous, mais il est relativement seul quand même. En tout cas, à l'exprimer publiquement. Soyons très concrets. Avec un Bruno Retailleau, avec un Laurent Wauquiez, est-ce que vous parlez ? Alors, à titre personnel, je ne parle pas avec Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Jamais. En revanche, François-Xavier Bellamy que vous citez, j'ai l'occasion de le croiser dans les couloirs du Parlement européen. Je pense que c'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé. J'ai du respect pour le combat qu'il le mène et pour la sensibilité qui est la sienne. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs que cet esprit de rassemblement, il m'a toujours animé. Je veux dire, c'est un secret pour personne, puisque François-Xavier Bellamy avait fait le choix de confier à la presse cette confidence. Je lui avais proposé d'être 3e sur ma liste lors des élections européennes, en lui disant on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais dans l'intérêt de notre pays, je pense qu'au Parlement européen, on peut mener un combat commun pour nos entreprises, contre l'immigration massive, pour la défense de nos valeurs de civilisation, au second tour des élections législatives, et même avant. Compte tenu des résultats et de la dynamique qui était la nôtre, compte tenu de la nécessité de rassembler largement pour avoir une majorité solide à l'Assemblée nationale, notre premier acte avec Marine a été d'appeler Éric Ciotti, président des Républicains, en lui disant « travaillons ensemble, main dans la main ». Donc, Monsieur Rochebin, très simplement, le rassemblement, il y en a qui en parlent, et puis il y en a qui le font concrètement. Moi, je le fais concrètement. Le petit point technique, vous serez candidat aux législatives vous-même ? C'est une possibilité. On parle des Bouches-du-Rhône, par exemple. Je ne suis pas au courant. Regardez, je vous mets au courant. Je ne sais pas qui vous a dit cela. Je vous offre les Bouches-du-Rhône, voilà, vous pouvez signer là. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis président du premier groupe d'opposition au Parlement européen. J'ai été réélu à l'été 2024. Mais est-ce qu'il y aurait une logique à ça ? Il n'est pas interdit de penser, bien sûr, que compte tenu au réseau... Vous êtes fort dans les formules de... Je crois qu'on appelle ça un effet de sourdine en rhétorique classique. Hein. On n'est pas interdit de penser. Je crois n'avoir fait aucune de vos questions, monsieur Rochebin. Non, mais je plaisante. Est-ce qu'il y a une logique à ce que vous soyez candidat aux législatives ? Oui, bien sûr. Le combat, il est très vif aujourd'hui à l'Assemblée nationale et je serai là où je dois être et là où je peux être utile. Il se trouve qu'en 2024, j'ai porté cette liste aux élections européennes que nous avons gagnées. Je suis très à l'aise aujourd'hui dans mes fonctions. Je suis très présent au Parlement européen, contrairement à ce qui peut être dit ici ou là. Je vous rappelle que j'ai un taux d'assiduité, c'est bien de le rappeler, de près de 87% au vote. Donc je travaille beaucoup et nous menons évidemment un combat pour défendre les intérêts. Ce livre, on a au fond par écho évoqué certains portraits. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est Mathieu, le policier qui entre dans le Bataclan. C'est l'occasion de rappeler que ce sera la commémoration dans quelques jours. Le très grand courage de ces policiers, vous racontez ça de manière extrêmement touchante. La réalité de rétablir un État plus représentant de l'autorité, plus dur avec les délinquants. On voit certains modèles, on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'extrême. Ils sont très loin de l'état d'esprit européen. Tuer les narcotrafiquants, par exemple, comme les terroristes, que Trump assume. Est-ce que c'est des idées qui vous viendraient ? Très simplement, parce que ce sentiment est celui de beaucoup de Français. Exécution extrajudiciaire, quoi, ils en sont là. Je vais vous répondre sur les mesures et j'en développe un certain nombre dans le livre, mais la France ne renouera pas avec l'unité et la prospérité si on ne rétablit pas l'ordre et l'autorité aujourd'hui dans notre pays. Donc, nous sommes habités par cette conviction-là. C'est la raison pour laquelle moi je suis pro-police, je suis pro-force de l'ordre, je suis pro-militaire. Je ne supporte plus ces discours qui consistent à pointer du doigt les gens qui portent l'uniforme, bien souvent au prix de beaucoup de sacrifices personnels, individuels aujourd'hui, quand on est policier, quand on est sur le terrain. On a beaucoup parlé dans ce livre des unités spécialisées comme la BRI, mais on quitte le matin sa famille, sa femme, son mari, ses enfants, sans avoir la certitude qu'on va pouvoir les retrouver le soir et les serrer dans ses bras. Donc, infini respect pour les gens qui sont engagés en première ligne. Mais
nos fonctionnaires ont besoin d'une politique pénale qui soit aujourd'hui à la hauteur de la menace. Je parle dans ce livre de la nécessité d'un sursaut pénal. Et donc, si demain, les Français m'accordent leur confiance à la tête d'un gouvernement, je mettrai en place une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus dissuasive. Mais jusqu'où ça va dans les grands signaux? Pardon, je prenais l'exemple américain parce que là-bas, alors aussi bien Obama d'ailleurs qu'il a fait avec les terroristes que Trump, hein, c'est pas démocrates et républicains sont aussi durs les uns que les autres. Hein. Ça veut dire les exécutions extrajudiciaires de terroristes, beaucoup plus que ce qu'a fait Hollande en France. Ils font pareil avec les narcotrafiquants. Est-ce qu'on vous imaginez aller vers ce monde-là où on aura toujours en Europe une prudence, bonne ou mauvaise? Je souhaite faire de la France le pays le plus répressif d'Europe à l'égard de la délinquance et de la criminalité qui, je le dis avec beaucoup d'objectivité, pourrit la vie de nos compatriotes. Il y a des crimes les plus graves qui, me semble-t-il, devraient vous voir trouver en prison sans possibilité de sortir. Il est inacceptable aujourd'hui, aux yeux de millions de Français, à commencer par celles qui ont subi dans leur chair le terrorisme islamiste, de voir des gens qui ont posé des bombes, qui ont tiré à la Kalachnikov sur des Français, pouvoir ressortir au bout de 30 ans de prison. Donc, pour les cas liés au terrorisme, il faut généraliser la rétention de sûreté. Quand vous êtes condamné à 20, 25 ans, par exemple, pour votre proximité avec le djihadisme ou pour des actes terroristes, je veux la généralisation de la rétention de sûreté comme aux États-Unis. À l'issue de la peine, si vous êtes encore islamiste, si vous êtes encore radicalisé et que vous représentez une menace et un danger pour la sécurité nationale, vous dormez en prison. Je crois également à la nécessité, puisqu'il existe des peines maximales dans le droit français, d'instaurer des peines minimales. Vous touchez à un policier, vous touchez à un enseignant, à un élu, à un représentant de l'autorité légitime de l'État et de son incarnation, eh bien vous devez dormir en prison. Donc nous supprimerons les remises automatiques de peine. Nous mettrons en œuvre des peines planchées. Nous expulserons les délinquants et criminels étrangers. Et je souhaite également ce choc d'autorité dans la société. Et moi, je suis favorable, par exemple, au rétablissement d'un service national, d'un service militaire, considérant que sa suppression par le président vous dites c'était une erreur, Chirac dans votre livre. En 97 a été une erreur. Jordan Bardella, la part plus personnelle, le dernier chapitre est consacré à votre mère, absolument. Louisa, italienne, migrante, naturalisée. Elle doit nous regarder. Voilà, bon, salut votre mère qui nous regarde. La part personnelle, d'abord, votre personnalité à vous, le rapport avec Marine Le Pen. C'est vrai que vous voyez toujours? Oui, je la vous vois. Elle me tutoie, je la vous vois parce que on est amis. Nous sommes très très proches sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan politique. Nous travaillons ensemble main dans la main à essayer de sauver notre pays, mais j'ai une déférence singulière à son égard. Sans elle, je ne serais pas devant vous très certainement aujourd'hui. Vous êtes très différent, hein. Vous êtes prudent. Si je peux me permettre, je ne rentre pas dans votre personnage que je ne connais pas, mais vous êtes assez méfiant. Autant elle, alors elle peut lâcher un truc surprenant, etc. Vous êtes très prudent. Je me méfie beaucoup des journalistes. Vous avez entièrement raison, en général et en particulier, mais est-ce qu'en général vous êtes méfiant ? Je suis raisonnable. Moi, je suis un garçon raisonnable. C'est les valeurs qui m'ont été transmises, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la fermeté sur le fond, et ça m'est souvent reproché par mes adversaires politiques. Je ne crois pas que l'ambition que je porte, la conviction que j'ai de voir un jour revenir, par exemple, un service national ou un service militaire soit une forme de tendresse ou de mollesse à l'égard de la perte d'autorité dans le pays. Mais je pense que les Français aiment l'élégance, qu'ils aiment la raison, qu'ils aiment le calme. Et moi, je revendique aussi cette forme de politesse dans le débat public. Je respecte, par exemple, mes adversaires politiques. À chaque fois que mes adversaires politiques ont été attaqués, par exemple, sur leur vie privée, on pourrait parler ces dernières années d'Emmanuel Macron lui-même, de Gabriel Attal, d'Éric Zemmour. Je les ai toujours défendus sur cet aspect-là de la vie personnelle parce que je crois à une démocratie beaucoup plus saine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les hurlements sont tels dans la vie politique que les gens ont le sentiment que ce temps politique-là n'est plus le leur. Et l'écriture est aussi un moyen d'apaiser les choses et de parler directement au cœur des Français, loin des réseaux sociaux, des émissions de télé. Votre mère, employée d'école maternelle, vit, je crois que votre père parcours un peu plus bourgeois, disons, mais votre mère... bourgeois, non, enfin, je pense qu'il sauterait de sa chaise s'il vous entendait, mais mon papa travaille dans une petite entreprise de distribution automatique. Il a d'ailleurs fait connaître des Français puisqu'il a témoigné dans une émission sur une chaîne concurrente, dans une émission plus personnelle. Et ma mère est ATSEM, elle a gagné aux environs du SMIC toute sa vie, elle a servi l'école de la République. Ouais. Absolument. Là, il y a un parcours, il y a des similitudes avec Dupond-Moretti, qui est votre adversaire politique, mais qui avait aussi une mère migrante, origine modeste, grands-parents ouvriers. Vous n'avez jamais été de gauche, jamais. Je n'ai jamais été de gauche. Je crois que M. Dupond-Moretti
a fait sienne cette phrase de Romain Gary, je l'entends souvent la réitérer, à savoir je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Et j'appartiens effectivement à cette génération issue de l'immigration qui aime profondément notre pays et qui peut-être en faisant de la politique ou en s'engageant pour elle veut aussi rendre à la France une partie de ce qu'elle lui a donné. Est-ce que vous rêvez à la présidence ? Non, je ne rêve pas particulièrement à la présidence. Ça veut dire quoi particulièrement Ça veut dire particulièrement est trop. On y rêve ou on n'y rêve pas. Ça veut dire que je ne me lève pas le matin en pensant à ce que je serai à titre personnel dans les prochaines années. Je suis habité par un sentiment d'urgence. Est-ce que c'est pas la logique de toute politique en France ? Vous savez comme moi, le stade ultime, c'est la présidence. Ouais. Mais je ne vais pas vous faire de la langue de bois, monsieur Rochebin. J'ai l'ambition d'arriver au pouvoir pour mes compatriotes et pour mes idées. Et je vais vous dire, si les Français nous accordent aujourd'hui leur confiance chaque jour plus nombreux, contre un monde politique qu'ils rejettent, c'est peut-être parce qu'ils sentent chez nous non seulement une sincérité, mais surtout un respect, une écoute à l'égard des Français. Et vous savez, moi, dans ce livre, et tous les Français me le disent chaque jour, tous ceux que je rencontre à Paris, mais évidemment ici, dans cette France des terroirs, dans cette France des territoires, vous avez juste derrière moi la cité de Carcassonne, qui est la gardienne de 2000 ans d'histoire dans ce département rural de l'Aude. Passer du temps auprès des Français, être capable d'écouter, c'est devenu une qualité assez rare dans la vie politique et moi je la revendique. Origine italienne, très importante. Vous parlez italien ? Je le baragouine. Ouais. Vous avez fait 2-3 fois des discours en italien. Ça m'est arrivé. Origine kabyle, alors ça c'est beaucoup moins d'un arrière-grand-père, absolument. Par votre père ? Le grand-père de mon père est kabyle. Voilà. Vous pourriez faire un test, maintenant il y a ces tests génétiques qu'on commande sur Internet. Je le ferai sans doute. Vérifier pour... voilà. Si Tebboune, le président Tebboune est joueur, il peut vous envoyer une carte d'identité, je ne suis pas sûr que ce soit le genre de la boutique, mais une carte d'identité algérienne, théoriquement. Oh, vous savez la complexité que représente la question de la Kabylie pour l'Algérie. Question un peu que vous soyez Premier ministre, un jour président, on est précédé par ces grands personnages. Alors mettons De Gaulle de côté parce qu'il est hors catégorie. Quel personnage vous inspire dans ces personnages qui ont fait la France ? On est dans un cadre historique qui le rappelle. La France est riche de grands personnages, dont beaucoup ont lié d'ailleurs leur propre destin à celui de la nation. Alors vous m'avez demandé de ne pas citer De Gaulle, je dirais évidemment De Gaulle pour la grandeur, mais je pourrais vous citer aussi Louis XIV, je pourrais vous citer Richelieu pour le sens de l'État, pour sa capacité à fédérer une administration moderne. Je pourrais vous citer Napoléon pour la volonté, pour l'énergie, puis surtout pour l'héritage qu'il nous lègue. L'héritage napoléonien, il est partout autour de nous. C'est le Code civil, c'est la Banque de France, ce sont les lycées, ce sont les préfets. Et puis à titre plus personnel, peut-être, j'ai beaucoup à la fois de fascination et d'admiration pour Chateaubriand, compte tenu du fait qu'il a sans doute produit le plus grand chef-d'œuvre de la littérature française, Les Mémoires d'Outre-Tombe, qu'il a mis près de 40 ans à écrire, dans lequel il parle de son enfance en Bretagne, de ses rois déchus, de la France de la Révolution, de celle de Napoléon. Il n'était pas profondément pro-bonapartiste, mais je crois qu'en racontant son propre cœur durant 40 ans, il a raconté notre époque. Et De Gaulle disait d'ailleurs, je crois, je nique la Bible et Chateaubriand. Un mot de conclusion, c'est peut-être que petit exercice de tolérance, puisque c'est dimanche, on peut dire jour de charité ou tolérance républicaine au sens laïque. Vos adversaires, vous avez dit tout à l'heure, je respecte les adversaires. Bon, exercice pratique. C'est parmi vos adversaires, tout confondu, sur la gauche, sur la droite, si tant est que vous en ayez, chez les macronistes, le plus intelligent, qui est-il ? Le plus intelligent de mes adversaires politiques. Vous me posez. C'est fait pour. Une colle. Allez, si je prends peut-être les dernières élections européennes, allez, je dirais Bellamy. Voilà. Bellamy, le plus intelligent, le plus éloquent. Mélenchon. Vous voyez, je sais reconnaître des qualités à mes adversaires. Écoutez, je veux dire, moi, je combattrai jusqu'à mon dernier souffle les idées de la France insoumise. Mais Mélenchon a des qualités oratoires et il s'en sert précisément pour, je crois, pour réécrire un petit peu à sa sauce l'histoire de France. Le plus habile ? Le plus habile, allez, peut-être Darmanin, qui a réussi à survivre à l'intégralité des gouvernements depuis 2007. Je ne sais pas comment il fait, mais ça doit demander une habileté, une souplesse intellectuelle que je crois ne pas avoir. Mais... Et le plus sympathique ? Mon adversaire politique le plus sympathique. Le problème, c'est que si je vous donne un nom, je vais le mettre dans la sauce. Non c'est ça le meilleur des coups. Mon adversaire politique le plus sympathique, écoutez, Joker.
Ah ben non. Mon adversaire politique le plus sympathique, allez, Jacques Chirac. Ah non, vivant. Ouais, attendez, on n'est pas des jambons, il ne faut pas nous voir. Non, mais écoutez, quand vous discutez avec beaucoup de responsables politiques, ils sont tous très, très sympathiques. Adversaire. Que j'ai pu croiser en privé, qui était d'une forme de finesse. Je dirais peut-être Édouard Philippe, qui n'était pas humainement désagréable. Merci beaucoup Jordan Bardella. Ce que veulent les Français, chez Fayard, c'est votre livre. Merci Monsieur Rochebin. Voilà. Est-ce que les lecteurs sont forcément les électeurs? D'un mot, c'est quoi comment la transmutation chimique aux Français qui me connaissent, mais je veux aussi m'adresser par la lecture aux Français qui ne votent pas encore pour nous, et je veux juste leur dire, prenez le temps de nous écouter, de lire notre projet, de lire ce qu'on écrit, et faites-vous une opinion par vous. Jordan Bardella, merci. Merci à vous Monsieur Rochebin.